jeu est beaucoup plus basé sur l'action et prend un axe très cinématographique. On n'est plus dans la fédération mais dans la fuite et la bagarre. Nouveau système de combat au corps à corps, des fusillades à tout va, finito la possibilité de déplacer les corps. Le titre va diviser comme jamais auparavant les joueurs, considérant que ce jeu n'est pas un Splinter Cell, de par son gameplay, même si l'on suit l'histoire de Sam chronologiquement. Le jeu se décompose en deux parties. La partie principale est la campagne solo du jeu, qui place le joueur aux commandes de Sam Fisher 3 ans après les événements de Splinter Cell Double Agent. Et la partie prologue du jeu, quant à elle, est accessible via le mode coopératif multijoueur, qui place les deux joueurs aux commandes des agents Archer et Kestrel 10 jours avant le début de la campagne. Pour l'histoire, on empêche l'assassinat du président des États-Unis, on sauve sa peau et on détruit Échelon 3 qui a été corrompu jusqu'à l'os. Le jeu obtiendra la note de 85 sur 100 également, mais sera très souvent boudé par les fans de la première heure de l'agent Fisher, considérant cet opus plus comme un spin-off qu'un vrai Splinter Cell. Le jeu ayant un succès commercial relatif, un nouvel opus sera quand même mis en route, et donc le 23 août 2013 sortira Splinter Cell Blacklist, le dernier épisode de la saga principale sortie à ce jour. Le jeu reprend le gameplay en partie de conviction, mais il réintègre plus d'infiltration avec des missions fantômes notamment. Sam est à la tête d'Échelon 4. Ils sont vraiment pas foulés pour remplacer Échelon 3 en termes de nom. On enquête sur des ventes d'armes et des attaques terroristes, et sur de la corruption à grande échelle. Un assez bon scénario entre jeu de pouvoir, trahison et espionnage. Tout ce qui a fait le succès des opus précédents finalement. Le multi reprend encore une fois le mode espion contre mercenaire dans son gameplay asymétrique où les espions sont en vue TPS et les mercenaires en vue FPS. Vous pouvez créer des classes de personnages et il y a même un système de leveling. Évidemment, il y a toujours le mode coop également, et du match à mort et de l'extraction. Malgré un petit retour aux sources concernant le gameplay, l'épisode Conviction a éloigné la base fan de la licence et ce n'est pas Blacklist qui réussira à reconvaincre la presse et les joueurs, bien qu'obtenant des notes plus qu'honorables avec un score métacritique de 82. Et c'est sur ça que la saga se terminera pour plus de 10 ans. En effet, voilà quelques années que l'on tease un retour de Sam Fisher, notamment avec un remake du premier épisode. Une tactique assez fréquemment utilisée pour faire revenir sur le devant de la scène un héros qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et les autres épisodes ayant été assez loin dans la trame scénaristique de la vie de Sam Fisher, cela reste une bonne idée. Reste à savoir comment ce remake pourra contenter les fans, car il paraît difficile de revenir à une formule vraiment à l'ancienne d'infiltration. Les mix de jeux d'action faisant plutôt consensus à l'heure actuelle. Même si les 3 derniers Hitman ont su prouver que l'infiltration était quand même au goût du jour et que l'on pouvait avoir un parti pris très tactique, infiltration et ravir le grand public. Et pourtant, au vu des quantités de posts sur internet ou de l'engouement à chaque news concernant la saga, les fans sont toujours bel et bien là. Mais comment se réinventer tout en gardant l'essence du succès de la série ? Tel est le défi que devra relever Ubisoft. Il y a eu ces dernières années une flopée de remakes plus ou moins bons, et pour la plupart ces jeux ont été des réussites commerciales. Néanmoins, plus un jeu nous laisse des souvenirs impérissables durant notre enfance ou notre adolescence, plus il est rare qu'un remake aussi bien fait soit-il ne satisfasse notre soif de retrouver ces sensations de découverte de la première heure. Et ce, dû à un sentiment humain, la nostalgie. Je t'assume tout ça. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et me voici de retour pour les petites reviews One Piece. Alors oui, j'ai manqué un chapitre il y a 15 jours parce que c'était mes petites vacances. Donc voilà, j'ai de reprendre des vacances de temps en temps, je dois me reposer aussi là, c'est bon. Là je reviens pour le chapitre 1123, si je ne dis pas de bêtises. On va en parler, on va parler un peu du précédent aussi parce qu'on n'en a pas parlé. Mais avant, un petit instant passion des familles. Oui. Un jeu vidéo pour un ici pour vous rappeler que la campagne du Spatule Jump numéro 0 est actuellement en phase de prolongation. Au moment où je vous parle, il reste à peu près une semaine pour précommander votre numéro 0. Vous êtes déjà près de 4300 à l'avoir précommandé. Il vous reste quelques jours pour le faire si vous hésitiez encore. C'est d'ores et déjà un succès, un banger international. Les liens sont également en description. Et puis voilà, place à la review dès à présent. Oui. Bon, alors, un chapitre 1122 et 1123 qui semble signer la fin de l'arc Egghead qui nous aura tenu en haleine pendant presque 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ce qui finalement n'est pas si long pour un arc de One Piece, hein, quand tu vois le temps qu'on a passé
comment ça s'appelle, Wano. à Wano Kuni. Je me dis, bon, Egghead, en fait, c'est passé tranquille. En vrai, de vrai. Un arc, cependant, assez dense, où il s'est passé plein de choses. Il y a eu pas mal de révélations. Un arc où il y a eu énormément de pas dans la direction vers le script final, où toutes les sous-intrigues commencent à confluer, à se rejoindre vers une seule et unique direction, qui a toujours été la direction finalement, mais qui était plus ou moins abstraite jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Je parle bien sûr de la direction du One Piece, hein, qui devient de plus en plus le sujet principal de toutes ces différentes intrigues. Alors, encore une fois, il y en a qui vont me dire, mais ça a toujours été exclusif, chef. Oui, mais oui et non. Hein, franchement, à chaque fois qu'on entendait parler de One Piece, c'était un événement, tellement on n'en entendait pas parler. Alors que là, maintenant, ça devient récurrent. Tous les 2-3 chapitres, on nous balance le blaze. Il faut trouver le One Piece. Voilà, donc ça c'est bien, on se dirige vers la fin. Alors, est-ce qu'on est réellement sur la conclusion de l'arc Egghead? Oui et non. C'est-à-dire que là, l'équipage des chapeaux de paille se met en route pour Elbaf, donc la cité des géants, j'allais dire l'île des géants, qui a été teasée il y a 25 piges, hein, dans les tout premiers chapitres, dans les tout premiers tomes de One Piece à l'époque. Souvenez-vous, ça date sa mère. Là, c'est même plus du foreshadowing, là, c'est de l'archéologie, bordel. Voilà, là, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Donc, on pourrait dire Ikki Egghead, fin de l'arc. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. Oda en a encore sous le coude et nous sort. D'ailleurs, j'ai cette révélation, entre guillemets, elle était un peu chelou, mais je vais y revenir. Il nous sort un chapitre où on voit ce qui s'est passé avant que les chapeaux de paille arrivent sur Egghead. C'est-à-dire qu'on a eu déjà énormément de flashbacks autour de Vegapunk, mais là, on a un flashback qui est vraiment un flashback de quelques jours. Où Vegapunk et Pythagore et, j'ai oublié comment il s'appelait le Daft Punk, mais c'est pas grave, et le Daft Punk se rendent compte que quelqu'un leur a choivi un morceau du Mother Flame et que du coup, ils ont une taupe. Alors, au début, ils commencent à suspecter Lys, parce qu'elle est un peu rebelle, elle est un peu, voilà, et en fait, ils se rendent compte que c'est York. Et du coup, tu te dis, mais attends, mais s'ils savaient que c'était York, pourquoi ils n'ont pas pris de disposition? Là, tu te dis ça, moi, quand je commençais à lire le service, je me dis, mais attends, c'est de ma gueule, lui, il est au courant depuis le début, et puis il a rien dit. En fait, non. Il y a eu tout un plan pour essayer de survivre. On sait pas trop c'est quoi le plan, en fait. Le plan, c'est, vas-y, on va mourir, parce que de toute façon, le gouvernement mondial va pas nous lâcher la grappe, ils vont nous poursuivre jusqu'en enfer, mais on peut peut-être tenter un coup pour que tout ce qu'on a fait ne soit pas en vain. Que finalement, vas-y, on en dise tellement trop à tout le monde, parce que c'est ça cette technique finalement, c'est ok, vous allez me buter pour pas que ça s'ébruite, et ben si vous me butez, ça va s'ébruiter, donc vas-y, vous m'avez buté, ça s'est ébruité, donc là maintenant vous pouvez pas détruire le monde entier, parce que de toute façon tout le monde est au courant, enfin, pas des trucs essentiels, mais en tout cas, enfin pas des détails, mais l'essentiel, tout le monde sait que vous leur cachez des trucs, j'ai apporté des preuves, maintenant, quelque part vous un petit peu niqué. Mais au début, je me dis, bon, ok, quel intérêt de montrer ça? Parce qu'on avait deviné que le gars avait le fait qu'il ait enregistré qu'il a enregistré une vidéo, un message pour balancer les dossiers, pour faire un drama YouTube, dans l'actualité, pour faire un drama, si tu veux. Bon, de fait, on avait compris que, bon, ça y est, le gouvernement qu'il avait compris que le gouvernement l'avait pécho et que ça allait mal tourner pour lui. Donc, il a pris ses dispositions. Donc, je me demandais, tout le long où il a eu sur le chapitre, pourquoi nous raconter ça? Quel est l'intérêt? Et vers la fin, tu sens qu'en fait, c'est peut-être pas c'est peut-être pas tellement fini que ça. Ouais, ma phrase n'est pas française, mais t'as compris ce que je voulais dire. Il y a un suspense. Est-ce qu'il est vraiment mort, le Vegapunk? Parce qu'à chaque fois qu'il emploie le terme je vais mourir, il y a un côté mourir. Donc vas-y, on va faire ça. On va se laisser mourir pour baiser le gouvernement mondial. Mais si le gars prévoit à ce point-là, peut-être qu'il a prévu un backup. C'est-à-dire, vas-y, je vais peut-être mourir, mais en fait, je ne serai pas vraiment mort. Parce qu'il y a toujours le punk record qui est toujours là, finalement. Parce que le corps de Stella n'était qu'un réceptacle à un esprit. Parce qu'il n'avait pas de cerveau, il n'avait qu'une antenne. Donc ça veut dire que finalement, si son esprit, son cerveau est toujours vivant, lui, quelque part, est peut-être toujours vivant aussi. Bon, après, quel intérêt concret de ne pas faire mourir Vegapunk? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il parlait d'une mort voilà, c'est-à-dire que il faut qu'on le croie mort, en fait. Le seul moyen qu'il survive à la chasse du gouvernement mondial, c'est pas juste de partir avec les chapeaux de paille, c'est qu'on le croit réellement décédé. Donc peut-être que c'est ça, vas-y, je suis mort, mais en fait,
Tout le monde s'est barré des guides, on va voir un bébé Vegapunk qui va arriver. Ouais, en fait, je suis vivant, il va réparer ses autres antennes. Et puis, hey, c'est bon, maintenant il nous croit mort, on se casse. C'est sûrement un truc comme ça qui se prépare. Ça explique aussi le fait que Sanji, il est passé pour un naze, toute cette histoire. Bon, vas-y, Vegapunk, je vais te protéger. Puis la classe d'après, il se fait éclater par Kizaru. Tu te dis, bon, c'est quoi ce bordel? Je te dis, putain, Sanji, juste avant, en plus, il pétait la classe. Bon, vas-y, je mets des stops de cowboy à Kizaru, mais non, juste après, je laisse Vegapunk se faire buter. On voit Vegapunk qui fait, hey, tu vas me laisser mourir parce qu'il faut que je meure. Donc, il y a encore un dernier plan, et ce dernier plan pourrait être en fait que Vegapunk ait survécu, mais que personne soit au courant. Quoi. Genre, tu vas le voir revenir, hey, coucou. Bon, on a quand même appris des trucs dans ce flashback de Vegapunk, c'est qu'il a dit que, bon, peut-être qu'il avait déjà dit dans son message, je me souviens plus, mais il a dit, bon, le gouvernement mondial, ils ont en sa possession une arme antique. Alors, on ne sait pas laquelle c'est. Bon, a priori, ça devrait être Uranus. Si je dis parce qu'il y a Uranus, Pluton et Poséidon. Poséidon, on sait où elle est, Pluton, on sait où il est, donc le seul truc qu'on ne savait pas où il était, c'était Uranus. Il me semble que c'est ça la dernière arme antique, donc c'est certainement Uranus. Et que donc, ils confirment qu'ils ont besoin du Mother Flame pour alimenter les armes antiques. Donc, ça veut dire que Vegapunk a réellement trouvé l'énergie du siècle oublié, a priori, ça devrait être ça. Donc ça, c'est une information intéressante. Donc on va vraiment se diriger vers une bataille d'armes antiques. Parce que là, on voit aussi Barbe Noire, quand on revient au présent, soit Barbe Noire qui, ça fait un bail qu'on l'avait pas vu ce bâtard, qui fait, bon alors, le caribou, là, vous allez me le garder sur le côté, il a 2-3 infos à me donner. Et les infos qu'il a, le caribou, c'est l'emplacement de 2 armes antiques. C'est pas des infos de merde. La seule info plus importante, c'est où est le One Piece, si tu veux. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que Barbe Noire, il va certainement se pointer à Wano, grosse bagarre. Ça veut dire aussi qu'il va devoir se pointer sur l'île des hommes poissons. Grosse bagarre. Ça risque d'être intéressant tout ça. Bon, après, il y a un inconnu, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, c'est Shanks le Roux, on sait pas trop ce qu'il devient. Mais bon, on verra bien, hein, lui. Ça, c'était pour le chapitre 1123, si je dis pas de bêtises, mais il y a le chapitre précédent, il y a eu pas mal de choses intéressantes aussi, notamment autour de Joy Boy avec son haki des rois de bâtard. En fait, il a fait un nœud magique, là, le robot, il a tiré dessus, ça a libéré un haki de bâtard, un haki qui est assez étonnant, parce que normalement, le haki des rois, quand tu balances un haki des rois bien puissant, il y a tout le monde qui tombe à la renverse, si tu veux. Là, on dirait qu'il n'y avait que les méchants, enfin les méchants entre guillemets, non, si on va dire les méchants, il n'y a que les méchants qui sont tombés dans les pommes. Donc c'est un haki dirigé, on peut faire ça, le niveau de maîtrise est incroyable, c'est-à-dire que là, au lieu d'éclater toute la zone, tu éclates que les cibles que tu veux. C'est plutôt intéressant. Le haki tellement puissant, alors qu'il a été enfermé il y a presque 1000 ans, hein. Le haki tellement puissant qui fait fuir les doyens. Alors, est-ce que ça les a renvoyés ou est-ce que c'est eux qui ont fui tellement le truc était balèze? Tu vois le Im-sama qui est en train de se chier dessus, genre oh, Joy Boy, il est de retour. C'était assez stylé. Après, on a un flashback de Joy Boy où on le voit, entre guillemets, on voit sa silhouette. Visiblement, il a l'air d'avoir une jambe de bois et un bras en moins. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai que bon, Oda on n'a pas déjà parlé, c'est pas une info que je donne en mode il a déjà parlé du fait que ouais jusqu'à présent on n'a jamais vu, il me semble, de pirate avec une jambe de bois ou avec un cache-œil, et que le jour où on commencera à voir ça, c'est qu'on arriverait vers la fin du manga. Donc que Joy Boy, le premier pirate, soit l'espèce de cliché de pirate, c'est-à-dire jambe de bois, cache-œil, crochet, c'est pas forcément déconnant. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, parce que si le gars vient d'une civilisation giga avancée sa mère, que le gars ait une jambe de bois, frère, c'est une jambe, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais, encore une fois, on verra ce que ça va donner cette histoire-là. Mais voilà, j'ai hâte d'apprendre plus pour Joy Boy. Bon, ça montre aussi que c'est pas juste un Luffy du passé. J'avais un peu peur que ce soit Luffy exactement dans le passé. Bon, on apprend aussi avec ce flashback que c'est pas un géant, a priori. Mais en tout cas, j'espère que ça passe juste la gueule de Luffy et cache-œil. J'espère vraiment que ce sera un personnage vraiment différent, qui va évoquer Luffy évidemment, mais qui soit vraiment différent. Voilà. Donc j'ai plutôt apprécié cette dernière partie. Bon, il y a un petit côté résolution un peu vite fait quand même avec le robot qui sort le truc et puis après, en fait, personne nous a aidé, salut. J'ai trouvé que c'était un peu vite. Tu peux pas. Attends, j'ai envie de dire 2 secondes, pause. Ça fait 50 chapitres que tu l'utilises avec le robot.
Ok, tu nous balances un flashback de Joy Boy, d'accord. Raconte-nous quand même un peu ce qui s'est passé, pourquoi il s'est retrouvé là le robot, s'il te plaît. Bon, j'imagine que ça fait partie du teasing pour un moment donné, on va l'avoir. Le flashback du siècle oublié, on va l'avoir. J'imagine qu'on aura des infos à ce moment-là. Il y a beaucoup de flashbacks que tu dois nous raconter quand même. Hein, il y a le flashback avec le truc Verox, il y a ça, il y a beaucoup de choses que tu dois nous raconter, Oda, mais bon quand même. Donc ouais, c'est palpitant, c'est passionnant, mais la fin semble un peu... Bon, c'est pas encore fini. Mais la fin avec le robot, même s'il nous a balancé il nous a balancé un os à ronger quand même. Tu te dis putain, tu peux avoir un peu de bidoche sur l'os à ronger, tu vois ce que je veux dire? Il manque un peu de bidoche cet os. Je suis même un petit peu frustré. Je suis là, vas-y, donne-nous en plus quoi. On n'a pas trop le contexte de comment il est mort. Bon, je comprends. Je peux pas tout nous raconter maintenant. Et je m'attendais à un peu plus, même un peu plus d'interaction. Le robot il arrive et fait en fait, tu t'appelles comment, nouveau Joy Boy? Je m'appelle Luffy. Ah, le D. Ah, je meurs. On ne sait pas s'il est mort, mais bon, bref. Je dis bon, on a attendu, donne-nous un truc. Pareil, Kuma, tout ça, peut-être nous donner un petit truc à grailler là-dessus. Le Kizaru aussi, on sait pas trop ce qu'il devient. Bon. Mais bref, tout ça pour dire que c'est très bien, on avance, on part sur autre chose. L'histoire de Vegapunk n'est pas encore terminée selon moi, je pense qu'on va le revoir repopper à un moment donné. Il devait faire juste croire qu'il était mort, sachant que ses antennes elles meurent, mais il peut les réparer, vu que c'est des robots. Lui, c'est le seul truc un peu organique. Donc je vois pas pourquoi il renaîtrait pas d'une certaine manière, sachant que son cerveau est de l'autre côté, et je pense que le gars, il est capable de faire des clones et tout. Tout porte à croire que le gars, il s'est sauvegardé un deuxième de lui-même. C'est le truc classique des savants fous, ça, de se faire des clones. Donc, Vegapunk qui meurt maintenant, moi je pense juste qu'il devait faire croire qu'il était mort pour que le plan fonctionne. Voilà, c'est tout ce que j'ai qu'à dire. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, qui était, ma foi, fort sympathique. Très curieux de voir ce qui va se passer à Elbaf. A priori, ils ne vont pas croiser Shanks le Hong encore. Je pense qu'ils vont nous la garder jusqu'à la fin. Et très curieux de voir quelle sera la prochaine aventure de l'équipage des chapeaux de paille. Bref, merci d'avoir regardé cette review. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Voilà, je rappelle le sponsor Opera GX dans le lien dans la description. À bientôt. Oui.
comme sous carte. Je suis le meilleur sur le papier. Je suis le meilleur sur le papier. Pas de métier, c'est Edgar Degas. Je vais rafaler la bodega pour me payer dernier oméga. Métro qui vise la tête, tes narines subissent la cesse, ta tasse pubis la pèse. Je veux la plus belle fleur sur la montagne, elle veut que je la raccompagne, si elle suce pas qu'elle nique sa mère. Poignet Rolex comme sous carte, je suis le meilleur sur le papier, je suis le meilleur sur le papier. Toile de métier, c'est Edgar Degas, je viens rafaler la bodega pour me payer dernier oméga. Omega, oh, omega, 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 oh. Omega, oh, omega, 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 oh. Yeah, grand pouvoir télékinésique, je vais être le meilleur millésime. Chaque soir pétasse inédite, garantie de tirer vite, grosse calandre sur des Pirelli, le bruit de la conteuse habillée. J'aime les rappeurs qui révisent. À boule vite, la monnaie baisse la politesse. Je vais devoir tatouer mon zeu blanc en énorme sur tes jolies fesses. Je fais la cour, je fais l'apologie de l'amour comme Apollinaire. Laisse la folie faire, ma balle va traverser ta putain de manche en solitaire. Poignet Rolex comme sous carte, je suis le meilleur sur le papier, je suis le meilleur sur le papier. Toile de métier, c'est Edgar Degas, je viens rafaler la bodega pour me payer dernier oméga. Omega, oh, omega, 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 oh. Omega, oh, omega, 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 oh. Quand tu me suis, je me souris dans tes yeux. Ce qui me pousse, c'est la money, baby. Ce qui nous pousse, c'est la money, baby. Omega. Yeah, MTV. Encore, toujours, 24 années. Tout le monde se lève pour cette putain de money. But the question of whether that's a dream or whether it's real is the one I've been asked the most about any of the films I've made. It all really started from just an interest in dreams. I wrote exactly what I had access to. I got to page 80 and I was stuck for about 10 years or so. I'm going to write things that I literally don't know how to film. I have no idea how to film, and then we'll figure it out. Calvin, when I came to you with those calculations, Oppenheimer is a visual masterpiece. we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I felt like this movie was really pushing the boundaries in so many different fields. I remember it well. Now I am become death. What happened? I believe we did. The destroyer of worlds. It's a very, very paradoxical tale. I was homesick.
Oppenheimer his most ambitious project to date. The relationship between science, theory, the intellect, Emotionally immature. versus the practical nature of actually bringing these abstract ideas of theory Troubled by visions of a hidden universe. into the real world. Chris is always pushing the boundaries and innovating with each film he does. The real world is infinitely complex. The real world has no limitations. People will look at that and they think, oh, that's, done in post. When you do Chris's movies, things that you normally would think would be visual effects. But it's not. It's Chris like spinning this thing that you see and it's all for real. You know that you're going to be doing this stuff practically. It's typical Chris. He wills it into reality. For me, the process of choosing a project is all about story. As a believer in the concept of inception, as a believer in the idea that you can plant the seed of an idea that will grow into something more substantial over time. I like the idea of mystery. Experience I had when I was a kid of just seeing something that's larger than life. I like the idea of sitting in a movie theater and not knowing what you're going to see. It takes you into a whole different world. I think that's the most fun thing there is. The following is my explanation. My first film was a film called Following that I shot with friends. Who am I? I wrote only what I exactly knew how I could film. Who are you and why are you following me? Sorry, I don't know what you're talking Don't about. piss me about. Who the fuck are you? We shot it on black and white, 16mm film. I wrote to this apartment and this restaurant. We'd shoot one day a week on the weekends. My name's Cole. We would shoot one day a week for about a year and put it together that way. What's your name? Bill, Well, Bill. What do you do? actually, I'm kind of Between jobs right now. We spent no money on the film. We light the whole set with 3 or 4 lights. I also was struck by how good the photography was in the film, and Chris had shot it himself. There's some burning ambition inside you, isn't there? Something of the starving artist in you, no? And do it very quickly and adopt a sort of documentary style. Writer, eh? no. But you write. I think what Following represents is kind of the peak of what I was able to do on my own, or just with friends. You want to crash a plane? Well, not from the air. It was so dramatic. Every film, you're trying to challenge yourself. Yeah, we got a 747 that crashing into a building. Audiences have never seen anything like this before. Writing the plane crash, I knew I wanted to try and do it in some ways in camera. Listen to me. That's how we're achieving the 747 crashing into a building. I can help you. Chris is really great in that he wants it for real. He wants it in camera. He doesn't want to do CG. He had incredibly complex fight sequences. Well, the film deals with this concept of inversion, which is the idea that the entropy of an object could be reversed. There's no question that Memento was by far the biggest leap I ever had to take. I'm very interested in the process of memory and the way it can be, and the way it can be distorted and all the rest. My brother told me the story verbally. It's often the process of memory, before he'd finished writing it. I'm not a killer. He said, I'm working on the story and it's about I'm just someone who wanted to make things right. this guy with this condition. You don't remember me. He can't make new memories. I'm sorry, I should have explained. I have this. You did explain, Lenny. He's looking for revenge. He's looking for the guy who killed his wife. Are you sure you want this? Have I told him what this man did? For me, the key was always to get people to ask the right questions at the end. Do I lie to myself to be happy? My wife deserves vengeance. My approach to doing that was to effectively tell the story backwards. But even if you get revenge, you're not going to remember it. So it's basically told as a series of flashbacks that go further and further back in time. You're not even going to know that it happened. I have to believe in a world outside my own mind. The
backwards running narrative and the forwards running narrative, they actually meet at what is the end of the movie. You've gone from making a movie on weekends with your friends. I have to believe that when my eyes are closed, the world doesn't just disappear when you close your eyes, does it? To having name actors spending millions of dollars of somebody else's money. The world's still here. That's by far the biggest leap. Christopher Nolan. How has Memento, the success of Memento, changed your life and your career? Thank you very much. This is a tremendous honor. What has it meant for you? Christopher Nolan for Memento. I'm just trying to focus on the next film, which will start shooting in about 4 weeks. I wanted to tell a story with an intense subjectivity. Dunkirk is a survival story. Out from the hell that is Dunkirk. I think it's one of the great stories of human history, and it hasn't been addressed in modern films until now. Different perspectives of land, sea, and air. We really try to do as much in camera as possible. You're weaving together those timelines and yet creating a sense of urgency. Real planes, real boats. There's a thing called the Shepard tone. It's an audio illusion. Putting the actors into as close to the reality of the situation as we can safely do. A sense of continuous momentum. You race against time in each one. The audience feels that they're there, so that you braid together the three storylines, and they're continually rising in anxiety. As a group of people, we can achieve so much more than we can individually. That was great. Let's bring you back in. From the director of Memento. Insomnia is a thriller which centers around a Los Angeles cop who goes to a small town in Alaska to help the local police with a murder investigation. It takes place in Alaska, and it's so far north that they have what's called white nights. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank. Insomnia. Rated R. Why didn't you come forward with this information when she died? She swore me to secrecy. You're nervous about working with such big stars like Al Pacino and Robin Williams? I was certainly nervous going to meet Al for the first time. A body dumped on a pile of garbage? I was her friend. Who are they? More than anything, just excited, and I think I'm going to learn a lot. Judge Seyfried. She was 17. 17. She was attractive. See them approach their task from a completely different direction. And it's when we put the camera right there in your space. So Jeff Seyfried. No, it's her mentor. You bought her things. The performance is then exactly appropriate to somebody being that close. You give her this? Yes. Why? This character, you want to see the whole story through this guy's eyes. You bought her dresses? Yes, what's wrong with that? Nothing wrong. I'm just trying to figure out what kind of mentor you were. And that you can't, as a filmmaker, just wrap things up neatly. Gave her things she couldn't have. You just want to fuck. The initial impetus for the project had been to say, why not examine real possibilities? What are the possibilities of real physics? And why not actually look at the real science there? Because those possibilities they're quite extraordinary, beyond anything that you could just dream up as a screenwriter. The point of 2001 is the thing itself, is the experience itself. I first saw 2001 as a child, and it became this sort of seminal introduction to the power of cinema, what cinema can be. I feel that with every film I do, I want to be Pushing the thin horizon. pushing myself. Neither wormholes nor black holes have been depicted in any Hollywood movie in the way that they actually would appear. It's all black. Taurus, you read me? So we really tried to build on what's been done before, but add our own techniques to it. Ferris, what is it you're
control stick. The visual effects department under Paul Franklin and everybody at Double Negative took Kip's mathematical data. There are quite a few things in the film that have never been done before. The collaboration has produced visualization of things which nobody had ever managed to do before. Jazz, I'm glad you're here. Updates on mission status? Thrusters at 5%, navigation systems down. I'm sorry, sir. You have visited 130,000 planets on your journey. 40,000 music tracks and 90,000 sound effects. Jazz, what's the point? Huh. This was... Kepler 452b. Mission Epidemic Sound was a success. You have collected tens of thousands of tracks for the creators at home to use restriction-free. K29b, yeah, I had a good time there. Yeah, look at all these tracks. I heard some creators on Earth only use Epidemic Sound music. Navigation systems coming back online. Send a distress beacon. This is a message to Universal Q-Rate in the description. I need to fix this before I go. I'll keep it broken so you have to stay. There's a special relationship between movies and time. We're just here to be memories for our kids. For those of us who just turned 50, F. time feels like it's accelerating very fast. I figured out the message. Hey! One word. Why? You know what it is? Stay! Stay. It says stay down. For me, the main attraction of the project really, as a father myself, You once told me that when you came back, we might be the same age. Make him stay, Merv. I think I really strongly responded to that element of the script. And today I'm the age you were when you left. The core idea at the heart of the script, which is a father who has to leave his children. You might have to decide between seeing your children again. Don't make me leave like this. Don't let me leave, Merv. And the future of the human race. It would be a real good time for you to come in. It was you. I've always found dreams to be a very inspiring part of my life. I got to page 80 or so, I had 2 acts of it, and I was stuck for about, 10 years or so. I heard that Warner Brothers was looking to reinvent the franchise. What did you feel was your obligation to the franchise? It's a great privilege to work with characters like that, but it comes with a big responsibility too. The vigilante is just a man lost in the scramble for his own gratification. Your first action film, Batman. Huge movie. Huge budget. You were intimidated going into Batman Begins? Oh yeah, very much. A little pressure, a little bit of nerves happening going in when you first started. A lot of the nature of the experience of making a big movie is confidence. But if you make yourself more than just a man, For me, the most important thing is the tone of the film. if you devote yourself to an ideal, The movie is about the origin story of how Bruce Wayne and why Bruce Wayne becomes Batman. then you become something else entirely. The idea that we were going to tell the story in a realistic fashion. Which is
And that's a story that it's never been dealt with on screen. Legend starting. And here we go. There's no going back. You've changed things. Forever. The Dark Knight Rises is certainly the biggest film that I've undertaken. And why do you want to kill me? Shooting on real locations, you're able to get some of that scope and scale very naturally. Let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. I don't want to kill you. What would I do without you? No, you complete me. Where are you? Here. Oh, you think darkness is your ally? You're garbage. Who kills for money? Don't talk like one of them. You're not. You merely adopted the dark. Even if you'd like to be. I was born in it, molded by it. To them, you're just a freak. Like me. I didn't see the light until I was already a man. What the hell are you? See, I'm not a monster. And then it was nothing to me but mercy. I'm just ahead of the curve. I'm Batman. The hero is forced to abandon his kingdom. Stay. It says stay, Dad. As a father myself, Are we going to the sequels? No. Remember, Daddy has noise. I'm a father myself of 4 children. You went off around the world. We started the shoot in India, then we moved to the UK. And discover himself the paradox, the tension that's there that we all relate to. But you promised. I promised, did I? You spent a fortune. The guilt is of a particular kind because he has a massive duty. After that, we went to Pittsburgh, Los Angeles, Manhattan. And then returns changed. You've got to get your hands dirty if you're going to achieve the impossible. Nothing is impossible, Mr. Angier. You're about to witness. It's not magic. What you want is simply expensive. It's purely science. Forget this thing. I can recognize an obsession. No good will come of it. It's a very clever trick, Mr. Ackerman. Let's get on to it. The audience knows the truth. You all to see. Turn it on, gentlemen. If you understand an obsession, then you know you won't change my mind. But if you could afford, even for a second. That's it, Cutter. He simply disappears. Then you can make me wonder. That's not a trick. But he has to come back. I grew up able to go to Leicester Square. I'd look at, these amazing images projected on huge screen. There has to be A prestige. Exactly. Then you got to see something very special. Pardon me. It's very rare to see real magic. He was incredibly important to me as a kid. Hands reach. Seize his imagination. And I really want my kids to have the same experience. It seemed so simple until I started writing it. The longest I was stuck was on Inception. I got to page 80 or so. I had 2 acts of it. And I was stuck for about, 10 years or so. Yes, hello? Hi, Daddy. Hi, Dad. Hey, guys. Hey. How are you? How you doing, huh? When are you coming home, Dad? Well, I can't, sweetheart. I can't. Not for a while, remember? Why? I told you I'm away because I'm working, right? We create and perceive our world simultaneously. You're waiting for a train. Oh, God damn it, don't do this! Inception, I remember, it was a film I'd worked on for many years. It's my son, James. He's digging for something, maybe a worm. How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality? That's Philippa. Inception is a script that took me a very long time to write. Train that will take you far away. James and Philippa! Well, dreams, they feel real while we're in them, right? You know where you hope this train will take you? Let me ask you a question. You
never really remember the beginning of the dream, do you? At its heart, I think Inception is a love story. They're waiting for us. For sure. Oh, look at me. I think it's a story about a man trying to get home to his family, to his children. So how did we end up here? You can't know for sure. But it doesn't matter. Oh, God damn it! Once I'd realized that, I was able to finish the film because I was able to sort of connect with it emotionally. Now tell me why. We're dreaming. You see any kind of a spiritual connection between all of your films? Well, I think with every film, if I've done my job right, you're left with interesting questions at the end of it. And so as filmmakers, we're always thinking about what are we leaving? It needs to just wash over you and inform you through the immersion into this extraordinary world. The audience gets to the end, and then you take about 5 minutes to decide, okay, what was all that? Your brain really looks at everything in a different way. I think it is primarily an emotional experience. It's something you feel. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. And that's why endings are so important. Cinema, particularly, it's a great medium for exploring, where you can get lost in your own perception of the world and your place in the world. Don't try to understand it. You really have to get to the end of the movie before you know what it is. Don't try to understand it, just feel it. Leonardo DiCaprio's character, Cobb, the camera moves over the spinning top. If it falls or doesn't fall is the key idea. Is it a dream? Is it reality? Look who's here. He was off with his kids. He was in his own subjective reality and didn't really care anymore. Reality matters. It won't be transcended. Hey! Avant de commencer la vidéo, sachez qu'un concours Instant Gaming est disponible pour le mois en cours. Un giveaway tout bête qui vous permet de gagner un jeu vidéo de votre choix. Pour participer, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description, suivez Instant Gaming sur différents réseaux sociaux pour augmenter vos chances et croisez les doigts. Si vous voulez être raccord avec la vidéo, sachez qu'il y a plein de GTA Like sur Instant Gaming à prix réduit, de Saints Row, le reboot inclus, à Sleeping Dogs, les Watch Dogs, voire même, allez soyons fous, Lego City Undercover. Si, hein, il est sympa et je suis sûr qu'avec le reboot de Fortnite et la mode des Lego, vous vous êtes chauffé sur des briquettes. Allez, je ne vous embête pas plus, bon visionnage. Vous avez déjà entendu parler des clones, ceux des jeux vidéo, hein, pas ceux dans Star Wars, apparus à peu près au même moment que les premiers jeux dits populaires, les clones, la copie si vous préférez, se sont rapidement répandus comme des classiques. Hein. Le concept c'est plutôt simple, c'est on prend quelque chose qui fonctionne, on en fait notre propre version en changeant si possible le moins de choses pour rester reconnaissable avant d'encaisser l'argent des ventes faites sur une ambiguïté aussi technique que visuelle. Pong a eu la Coleco Telstar, Tetris Blockout, Pac-Man c'était glouton et vorace, bref, que des trucs qui ne vous diront absolument rien si vous avez moins de 45 ans, mais qui au moins montrent dans les grandes lignes de quoi on parle et de ce qui pendant longtemps va très bien marcher. Tellement bien marché que d'ailleurs des studios vont, en profitant de l'absence de titres phares sur certains supports, faire fortune en se spécialisant dans ce processus bien singulier, celui du clonage, comme Naruto. Mais avec le temps, tout ça va, on va dire, se diluer. Les titres originaux se lient à des consoles aux images de marques fortes. Les portages se démocratisent, les joueurs sont maintenant plus frileux quand on fait d'acheter de pâles copies, et la réglementation jusqu'ici peu claire, pour ne pas dire grise, a depuis eu le temps de faire ses armes. Ce sont des quelque chose like. Et comme à ce petit jeu, le but restera tout de même de tirer la couette du côté où ça marche le mieux, une série de jeux aura pas mal de rejetons, tellement c'est populaire, les Grand Theft Auto. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est précisément un GTA, surtout quand cette vidéo, clairement, elle sort aussi pour surfer sur GTA 6, qui voilà, hein. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la définition exacte est
jeu où les joueurs ont la possibilité de conduire n'importe quel véhicule ou de tirer de n'importe quelle arme pendant qu'ils explorent un monde ouvert. Et que cette recette, en plus d'avoir écoulé plusieurs centaines de millions de copies vendues, généré des milliards et des milliards de dollars, a aussi offert au monde, par l'intermédiaire de sa légende, plein de GTA-like. Et d'ailleurs, c'est eux qui aujourd'hui vont nous intéresser. Leurs efforts, leurs échecs, ou même leurs réussites dans ces tentatives d'égaler le maître en personne. Bonjour vous, c'est Ico, et aujourd'hui, préparez vos petits shots de nostalgie, puisque à l'arrivée du trailer de GTA 6 et des 26 ans de la série, on va se faire un petit plaisir en allant découvrir, ou redécouvrir, 4 jeux qui ont vraiment essayé très fort d'être des GTA. Tout commence en 2001 lorsqu'un certain Grand Theft Auto 3, forcément, décide de retourner les charts en proposant tout ce qui avait fait son succès, mais en plus grand, en plus beau, en plus garni et avec un moteur 3D. Pour les joueurs, c'est le point de départ du vrai GTA. Celui qui signe la transition pour de bon entre les versions DMA Design de Dave Jones, le créateur originel, et celle des frères Hauser de chez Rockstar. Sauf que pour l'industrie, le message, il est totalement différent. Le nouveau Cool Kid, il est là, et s'ils veulent avoir ne serait-ce qu'une chance de se tailler une part du gâteau avant que le marché ne soit saturé, ils doivent faire leur version. Et de préférence, très vite. Un impératif que Activision va prendre au pied de la lettre, annonçant à peine 6 mois plus tard l'acquisition de Luxoflux, un studio qui, comme par hasard, se trouve déjà être au travail sur un mystérieux jeu censé mélanger tir à la troisième personne, course, beat'em up, le tout dans une atmosphère s'inspirant directement de la cinématographie hongkongaise. True Crime Street of LA est né. Un an plein de promesses qui sentent bon la bagarre, les fusillades et les courses-poursuites. Ce qui tombe plutôt bien parce que c'est exactement ce qu'il va offrir dès sa sortie fin 2003. À un détail près, celui-ci prend à rebrousse-poil le narratif gangster ancré des GTA, en proposant non pas aux joueurs d'incarner un criminel ou un futur criminel, mais un membre des forces de l'ordre, un certain Nick Kang, un monsieur aussi fort en bagarre qu'en bavure, ce qui lui vaudra d'être placé dans une unité d'élite autonome, chose assez pratique pour justifier le chaos qui découlera de notre aventure. Et puis aussi parce que, après tout, c'est connu, quand un élément est jugé incontrôlable, le meilleur moyen de le gérer, c'est de lui donner plus de liberté et de congés payés, le fameux théorème Benalla. Certes, l'histoire, elle est super bateau, il y a très certainement déjà 200 films avec les mêmes bases scénaristiques et les mêmes personnages clichés, mais ça n'empêchera pas le jeu d'être super bien reçu. La carte est absolument immense, l'équivalent de presque 8 fois celle du futur GTA V. Les séquences en véhicule passent crème, chose pas très surprenante quand on sait que le studio était avant assez connu pour des jeux de voitures avec de gros flingues dessus. Les combats à main nue ou armes au poing sont ultra satisfaisants, ont bien cette petite aura acrobatique couplée aux petites vannes de certains films hongkongais. Il y a tout un système de points bons flics, mauvais flics à gérer avec des embranchements, des fins différentes, des guests, des crimes sur lesquels on peut intervenir et encore plein d'autres trucs. La sainte trinité course, shooter, open world est dosée juste comme il faut et les ventes évidemment explose. Le jeu s'impose dans l'esprit des gens comme étant le négatif de GTA. Ce qui n'est pas négatif au sens où vous l'entendrez, c'est un terme photographique. Mais peu importe, pour un premier jet, c'est une franche réussite. Activision est très content de son investissement et commande sans attendre une suite. Et c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Parce que si le mettre en opposition indirecte avec les GTA sur leur propre terrain, c'est plutôt cool pour la notoriété et donne un petit côté outsider génial pour la visibilité, de manière assez vicieuse, et ça Luxoflux ne l'a probablement pas vu venir, c'est que vouloir concurrencer GTA avec une franchise de manière aussi frontale, ça apporte son lot de malus, comme par exemple des attentes totalement démesurées ou même des règles tacites qui dans les grandes lignes disent que tu ne dois jamais faire plus petit, moins ambitieux ou techniquement inférieur. En gros, tu ne dois jamais faire moins bien que le précédent opus. Et dans ce cas précis, à minima, faire au moins assez pour tenir la dragée haute à ton rival. Règles qui vont en quelque sorte briser en 2005 avec la sortie d'un True Crime New York City, loin d'être catastrophique, mais qui aura vachement du mal à se vendre. La carte, elle a fondu de 90% par rapport au premier volet pour se focaliser sur un New York plus dense, plus vivant, plus organique. Les embranchements scénaristiques pourtant adorés des fans ont disparu. Et s'il est vrai qu'on retrouve bon nombre de nouveautés et d'améliorations génialissimes, comme par exemple plus de variété dans le style des combats, la possibilité de rentrer dans les bâtiments, je sais ça fait sourire mais à l'époque c'était pas très commun, ou encore des choses plus techniques comme cette mécanique de dégradation des quartiers si on les laisse en proie au crime, l'identité désormais plus sombre, éloignée du côté cinématographique agrémenté d'humour et de vannes lourdes de Street of LA, ça rend le jeu plus sérieux, plus street, plus
plus GTA. Et c'est ça qui lui a fait du mal. Pas juste les bugs, les problèmes de stabilité ou tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Et il y en avait beaucoup de choses à lui reprocher. Mais ce qu'on lui en veut, c'est un peu ce lissage, cette très légère dérive qui, de manière passive, a fait glisser True Crime d'un jeu vu comme une alternative sympa, voire une expérience complémentaire, à celui d'un concurrent un petit peu cliché, en moins bien. Enfin, ça et le fait qu'au moment des faits, GTA San Andreas soit dispo depuis plus d'une année et propose bien mieux en termes de mécanique, prise en main ou contenu. Et c'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'il est bien le jeu. Moi j'ai adoré. Mais sans ce petit contraste, sans ces petits mots-clés très vendeurs qui avaient fait la différence, une fois en magasin, c'est le choc et le choix il est vite fait. Le résultat des courses, et malgré le nombre de bons retours, New York City se vend 5 fois moins que Street of LA. Activision le classe comme un échec commercial, annonce tout de suite préparer tout de même une suite, True Crime Hong Kong, qui, surprise, sera annulée en 2011, année où Square Enix va racheter les droits d'exploitation de l'opus pour ressusciter sous le nom de Sleeping Dogs, dans ce qu'on pourrait décrire comme un mélange du meilleur des deux True Crime avec un petit peu de Batman. Ce qui fait me dire que quand même c'est sacrément bizarre que finalement dans cette histoire, la franchise morte en se rapprochant trop des GTA a fini par renaître de ses cendres pour devenir le truc le plus GTA qu'ait pu affronter GTA. En plus c'est Square Enix qui l'a édité, ce qui rend les choses encore plus bizarres. S'il y a bien quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir dans une vidéo traitant des jeux vidéo ayant fait de leur mieux pour être admis dans la grande famille des GTA, c'est bien un GTA lui-même. Pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître, en 26 ans d'existence, en 10 jeux, 5 extensions, un seul d'entre eux a bien réussi cet exploit de se faire désavouer par une large majorité de fans, jusqu'à être presque oublié. Un comble de l'ironie, et vous allez voir que l'histoire elle est quand même triste, parce que vraiment, il méritait pas ça. Chinatown Wars, c'est un jeu qui a été annoncé lors de l'E3 2008 et qui est développé dans un seul et unique objectif, offrir un vrai GTA à la Nintendo DS. Une situation de prime abord gagnant-gagnant. Nintendo gratifie son maigre catalogue PEGI 18 d'un jeu ne pouvant que faire parler, et Rockstar s'offre une chance non négligeable de lancer sa machine sur un marché dépassant, au moment des faits, un parc de 80 millions de consoles. Enfin, à condition de réussir à en faire quelque chose qui arriverait à être à rentrer là-dedans. C'est donc pas une mince affaire, mais ça ne va pas pour autant les décourager, puisque Rockstar va mettre ses meilleurs gars qu'ils ont sous le coude, et c'est Rockstar Leeds, anciennement Modus Entertainment, qui va s'y coller. Un studio tout particulier, puisque, outre le fait d'avoir eu leurs locaux dans une église, sont aussi ceux vers qui on se tourne dès qu'il faut faire une version console portable. Sauf que, on est en 2008, et si certes le projet est entre de très bonnes mains, les sceptiques, eux, se font bien entendre. La DS est cool. C'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Mais elle est loin d'être un monstre de puissance et personne ne l'imagine capable de faire ce qu'avait accompli la PSP quelques années auparavant avec Liberty City Stories ou Vice City Stories, sur lesquels Rockstar Leeds avait d'ailleurs travaillé. L'ambiance elle est assez tiède, hein, et même si tout montre bien que Rockstar ne fait pas ce jeu à l'emporte-pièce, qu'il est vraiment réfléchi pour être un GTA à part entière, l'intérêt des fans se disperse rapidement. Chinatown Wars sort finalement le 17 mars 2009. Il me place dans la peau de Huang, fils de Feu, le chef des triades de Vice City, se retrouvant pris au piège dans une lutte de pouvoir après que l'épée censée représenter l'autorité ait été dérobée. Il y a des traîtres, une lutte interne et externe, il y a des taupes, bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon scénario de type Maelstrom mafieux. Mais le plus percutant, c'est pas l'histoire ou cette vue de dessus qui tranche forcément, mais bien la manière dont Rockstar Leeds a réussi à emboîter contrôle tactile de la DS et la version +++ d'un GTA pré-2001. Parce que si les missions principales sont des classicos, il faut tirer, il faut brûler, il faut écraser, les piliers de ce Chinatown Wars sont bel et bien existants. On a le côté sandbox open world dans un style et une approche qui rappellent les racines de la franchise. On a le côté dealer simulator, ne prenant aucune pincette avec le fait d'être sur une console family friendly, mais on a surtout l'omniprésence du stylet dans la boucle de gameplay. Faut remplir les cocktails Molotov, amorcer ou désamorcer des bombes, faire des tatous, voler des voitures, conduire une grue, désamorcer des alarmes ou carrément préparer son petit sniper. La satisfaction, elle est infinie. Des mini-jeux dans le jeu qui remplissent à merveille leur mission. Et là, un truc assez dingue se passe de manière unanime. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un banger.
Gamecult parle de pépites qui bousculent les idées reçues. Gameblog le classe au rang de chef-d'œuvre. Il pleut de bonnes notes et malgré tous les compromis techniques qui ont été faits, comme l'amputation d'une partie de Vice City ou l'absence de doublage, l'ambiance, le petit style cinématique BD et ce mix de mécaniques propulsent Chinatown Wars comme le jeu le mieux noté de toute l'histoire de la DS sur Metacritic, bien devant des incontournables tels que Mario Kart ou Zelda. Étonnant, non? Attends, je comprends pas. C'est le meilleur, tout le monde l'acclame, mais personne ne le retient. Ouais, c'est ça. En fait, pour être plus précis, soit il a été complètement snobé, soit il a été totalement oublié, voire carrément les deux en même temps. D'un point de vue purement commercial, c'est un échec massif. Le jeu s'écoule en à peine 90 000 copies le premier mois, soit 0,1% du parc de la Nintendo DS. Le piratage plombe une grande partie des stats, ce qui n'aide vraiment pas pour l'image du jeu, et dans une ultime tentative, Rockstar fera de son mieux pour sauver le coup dans une sortie PSP, iOS également, permettant tout de même au mal-aimé d'atteindre en 2013 les 1,3 million de copies vendues. Mais voilà, c'est trop tard, hein. Dans le cœur et dans l'esprit des gens ne l'ayant pas entre les mains, Chinatown Wars n'existe pas complètement, occulté par les autres sorties de la franchise, au point que beaucoup n'entendront jamais ce nom, celui d'un jeu unique en son genre, qui malgré des efforts titanesques, 800 000 lignes de code, hein, et le logo GTA, n'aura pas le droit à la considération d'en être un. Et on finira sur un... si vous avez l'occasion d'y jouer, vraiment, tentez-le, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Si je vous dis Max Payne, Matrix, Prince of Persia et GTA, il y a de grandes chances que les premières choses qui vous viennent à l'esprit puissent être Max Payne, Matrix, Prince of Persia et GTA. Des jeux ayant été très populaires entre 2000 et 2004 pour l'introduction ou pour l'utilisation de mécaniques dites avant-gardistes. Le bullet time, les pirouettes, le rembobinage temporel, la liberté, tout ça c'est bien vendeur, hein, et on comprend vite pourquoi ça attend plus. Maintenant, si j'explique qu'un studio a pris tous ces éléments, les a assemblés pièce par pièce avant de les faire baigner dans un mélange subtil de tequila et de gros clichés, tout de suite c'est flou, et je pense qu'on a un peu du mal à visualiser quel type de jeu ça pourrait devenir. Rassurez-vous, parce que de toute façon vous n'avez pas à l'imaginer, Eidos Interactive s'en est chargé pour vous. Au début des années 2000, le studio éditeur n'est pas au mieux de sa forme. Il enregistre des pertes records, les finances sont au plus bas, il se retrouve acculé par des offres d'achat, mais plus embêtant encore, il manque de sang neuf à une époque où la PlayStation 2 s'approche de son apogée. Les hits défilent à une vitesse folle, c'est le moment, il faut sortir quelque chose d'impactant qui va faire son petit boucan à lui. Et ce quelque chose, ça arrivera en septembre 2005 avec Total Overdose, Gunslingers Tales in Mexico. Qui voilà, bon pour la faire courte, hein, c'est une version complètement déjantée de GTA au Mexique, en ultra cliché. Certains ennemis portent des sombreros, on se bat dans des arènes avec des catcheurs, ça hurle des « Aïe Chihuahua !» genre vraiment. Chihuahua, attaque ta gringo! Et je vous parlerai bien de l'histoire si tout ça n'était pas qu'un énorme raccourci pour justifier le pourquoi du comment le gouvernement américain a remplacé un de ses agents de la DEA, blessé au début du jeu, alors qu'il tentait d'infiltrer le cartel par son ex-tolard de jumeaux maléfiques sponsorisé par MTV et visiblement bien décidé à annuler l'existence de 99% des criminels du Mexique et peut-être 99% du Mexique tout court, tant qu'à faire. Bon, il y a aussi une histoire familiale de papa assassiné par le cartel, mais ça, on s'en fiche un peu puisque le but c'est de faire du score et des cascades en détruisant tout et tout le monde sur des musiques qu'on pourrait qualifier de pas super adaptées à un quintuple assassinat. C'est vrai que c'est peut-être pas approprié. Tout le jeu, il est comme ça. Et sur ce point, il n'y a rien à dire parce que c'est fun. C'est fun à plus en pouvoir. On peut plonger au ralenti, faire des sauts sur les murs en tirant, sauter depuis sa voiture pour détruire des trucs ou des gens. Ça n'a aucun sens, hein. Et le jeu nous félicite en permanence pour ça. Spicy move. Plus on tue, plus on fait de combos, et plus on reçoit de bonus, et surprise, plus on a de bonus et plus on peut abattre d'ennemis. C'est un cercle vicieux de la destruction, un ordre 66 rythmé par des musiques de fête de village, et même si à côté le jeu il est plutôt moche, les IA pètent comme des pieds, la conduite éclatée, la ville honteusement découpée par des chargements, on s'enjaille mon cochon. Et elle est bien là la force de Total Overdose, qui du coup porte bien son nom. Et j'ai l'impression qu'au départ ils voulaient sérieusement juste partir sur faire un GTA au Mexique, mais qu'en cours de route ils se sont rendus compte que 1.
c'était hors de leur portée pour plein de raisons évidentes, à commencer par les finances, et surtout c'était quand même plus drôle de troller un peu. Il y a un plaisir coupable évident à l'exagération dans Total Overdose, une manière de se moquer de leur propre jeu et de sa tentative perdue d'avance d'être un GTA, le tout directement dans celui-ci. C'est ce qu'est Total Overdose, un jeu fun, douteux, aussi bourrin que stupide, et en plus qui ne dure que 5 heures, donc vous n'avez même vraiment pas le temps de regretter l'expérience. Enfin, 8 si vous décidez de faire dans la foulée son remake PSP, au nom toujours aussi inspiré, Silicon Carnage. Alors, c'est peut-être pas le meilleur jeu de tous les temps, mais il a largement mérité sa place ici, ne serait-ce que pour l'effort et l'atterrissage. Au tout début des années 2000, s'il n'y avait pas 36 000 solutions pour faire un jeu qui fonctionne, il faut avouer qu'il y en avait quand même pas mal. C'est une époque très riche en contenu. Il y a du Halo, il y a du Zelda, il y a du Metal Gear, il y a Half-Life, il y a Need for Speed, et bien plus encore. Clairement, il n'y a pas à se plaindre. Et comme si ça ne suffisait pas, comble du bonheur, il y a tellement de bons jeux desquels on peut s'inspirer que même les titres dits à franchise se mettent à tout déchirer. Du coup, quand Radical Entertainment, un studio qui avait déjà fait ses armes sur ce genre de production, a eu l'occasion de faire un jeu logoté de long en large, Simpson, eh bien, ils l'ont fait. D'abord avec Road Rage, sorti en 2001, qui est bien, mais a tellement pompé sur les Crazy Taxi qu'il marquera plutôt les esprits pour la poursuite en contrefaçon de brevet qui en découlera avec Sega. Puis avec un second jeu, lui, axé sur un modèle où la violence règne, les coups pleuvent et où l'on peut ramener chez eux les autostoppeurs et en oublier leur manteau. De cet amour totalement inapproprié fleurira en 2003 The Simpsons Hit and Run, une version édulcorée façon Grand Theft Auto Springfield. On peut se balader en ville ou en véhicule, récupérer une tonne de collectibles pour débloquer tenues ou véhicules vus dans la série. Il y a des références littéralement partout et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien entendu cartonner du Springfieldien jusqu'à être poursuivi par des forces de l'ordre qui, ici, ne distribueront pas du 9 mm mais de petits PV, histoire que vous retenez bien la leçon. Et si vous vous demandiez comment on peut voler des voitures dans un jeu Peggy 7, ben on le fait pas. On fait du covoiturage, une version GTA-like tout public. Pourtant, en réalité, le jeu, il ne l'est pas vraiment tout public. Pour être plus précis, il fait plutôt de son mieux pour essayer de faire semblant de l'être. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. C'est un hold-up, le truc. Effectivement, on peut se balader librement, grimper sur quelques trucs, explorer plusieurs bâtiments iconiques, molester gratuitement des personnages stars ou des inconnus, mais la comparaison, elle s'arrête là. Le jeu, il est construit en 7 niveaux, ces niveaux donnent accès à 3 zones différentes et ces zones sont bien délimitées par ces mêmes niveaux. Comprenez qu'on ne peut pas en changer quand on veut et qu'en plus, certaines sont divisées en plusieurs parties. Le subtil, et c'est là que tout se joue, si on prend chacune de ces cartes et qu'on les dénune un petit peu, on se rend vite compte que c'est des boucles, c'est des circuits à une voie avec quelques embranchements, des raccourcis, des passages supplémentaires, mais absolument rien d'ouvert. C'est un jeu de course maquillé en GTA-like et ça rend super bien. Tout ça parce que les devs se sont dit que ça serait rigolo de pouvoir descendre de sa voiture, marcher au bord de la route et récupérer des pièces ou des caisses de Buzz Cola entre deux missions. D'ailleurs, il y en a très peu qui vous demanderont vraiment d'être à pied. Ça se passe presque tout le temps en voiture et frapper quelqu'un ne sera jamais vraiment un objectif. D'où le côté, il essaie plus qu'il n'est, vu qu'en théorie, ça ne sert pas directement au gameplay. L'inspiration, elle est flagrante, totalement assumée, mais le plus fort dans tout ça, c'est que même avec ce côté très grugeade, ça va cartonner. 1 million de copies écoulées en un peu moins d'un an. Aucune note en dessous de 78 sur Metacritic. Élu jeu favori des enfants en 2004 par Nickelodeon. Un bijou ayant été forgé par un studio de passionnés en coopération avec de vrais auteurs de la série ainsi que le papa des Simpsons lui-même, Matt Groening. Les joueurs l'acclament. Pas forcément pour son histoire, pas forcément pour ses missions, pour ses poursuites, mais plus pour la construction de son univers qui, bien qu'on ne soit que sur des grosses lignes droites, offre une fois à pied un petit truc en plus qui aurait été affreusement frustrant s'il avait été absent, tout comme cette violence optionnelle. Avec ça, Hit and Run se hisse au rang de meilleur et plus fidèle des adaptations Simpson jamais conçues. Un titre largement mérité qui ne l'empêchera pas de disparaître aussi vite qu'il est apparu, après que l'éditeur du jeu
Vivendi, et finit par refuser le contrat proposé par la Fox et les Simpsons pour la création de 5 jeux supplémentaires. Ouais, 5. à cause de Vivendi, on est passé à côté d'une suite et aussi d'avoir un jeu Simpson médiéval pitché par Matt Groening et fait par les papas du Seigneur des Anneaux, les deux tout. Bon, depuis, Electronic Arts a racheté les droits d'exploitation, a fait des jeux mobiles avec, et comme je doute que Disney soit super fan d'un marketing mettant en scène Bart, Lisa, Marge ou Homer écrasant des gens, je pense qu'on peut définitivement s'asseoir sur le fait qu'un jour on puisse voir une suite ou un remaster du jeu. Repose en paix, petit ange parti trop tôt. Tu n'auras peut-être pas réussi à devenir GTA, mais au moins tu l'auras superbement parodié, et ça c'est cool. Ça c'est Simpson. Et vous, c'est quoi votre GTA-like ou tentative de GTA-like préférée? Et surtout, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on n'aura presque plus des jeux comme ça? Si je vous pose ces questions, c'est parce qu'après avoir exploré cet arc complet, vu ces jeux et la manière dont ils sont venus, ont vu et ont été vaincus, je réalise plusieurs choses. Premièrement, les années 2000-2010 en termes de jeux vidéo, c'était le feu. Certes, on avait une chance non négligeable de retrouver un Secret Story DS ou un Charlie et la chocolaterie PS2 sous le sapin à Noël. T'as vu? C'est comme au cinéma, mon loulou. Mais c'était le feu quand même. Ensuite, c'est que s'il y a bien un truc que cette période nous apprend, c'est que Rockstar, en l'espace de 10-12 ans, ils ont presque réussi à privatiser leur genre. Parce que si au départ, c'était effectivement la guerre à couteau tiré, que chaque jeu GTA devait tenir la zone en sortant assez vite, assez grand et assez bon pour éclipser quiconque aurait pris quelques années pour tenter sa chance à ce petit jeu, aujourd'hui, après moult opus, Rockstar a tellement repoussé les limites de son propre concept et établi un cahier des charges, des standards de qualité si élevés qu'ils ont de toute évidence un petit peu dégoûté tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Ils les ont dégoûtés de venir les tester sur leur propre terrain. S'opposer à eux, c'est devenu trop coûteux, trop long à produire et représenterait un risque bien trop grand, sans assurance aucune de rentabiliser quoi que ce soit. Ils ont réussi à rendre la tentative de faire du GTA trop risqué, trop complexe pour qu'on connaisse à nouveau l'âge d'or des GTA-like. Je vous redirige donc vers la vidéo qu'on a faite sur APP, le jeu du papa de GTA, qui a littéralement dilapidé 100 millions de dollars en essayant ce genre de truc. Et spoiler alert, son jeu tel qu'il l'avait imaginé au début, il a tenu 2 mois. Quant aux rares qui sont encore là et qui rôdent encore, disons qu'ils sont pas vraiment au top de leur forme, hein. Même du côté de chez Rockstar. Elle Noire a été rachetée par Rockstar, ce qui est cocasse. Saint-Tro semble à bout de souffle. Mafia, ils ont fait Mafia 3, voilà. Alors j'aimerais bien vous dire que Sleeping Dog reviendra un jour, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même assez coton ce qui se passe avec cette licence et avec ce qui restait de Square Enix à ce moment-là. Et tout ça pourquoi? Pour une bataille sur un podium qui n'est plus vraiment un podium depuis longtemps, puisque désormais c'est juste un trône de GTA. Reste plus qu'à voir combien de temps ils vont tenir avant d'abuser de cette position. Donc je crois qu'ils le font déjà, que de toute manière, vu la régularité de la sortie des jeux, ils peuvent se permettre de prendre leur temps. Et statistiquement parlant, vous serez sûrement parents ou grands-parents d'ici la sortie de GTA 7. C'était Ico. Ciao. L'histoire de Steven Spielberg commence le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Son père s'appelle Arnold Spielberg, c'est un ingénieur pour General Electric. Il faut bien comprendre que le père de Steven, c'est pas n'importe qui. Monsieur Spielberg est un pionnier dans le monde de l'informatique, c'est même lui qui a inventé l'un des tout premiers ordinateurs en 1959. La mère de Steven s'appelle Léa Frances Posner, elle est artiste, galeriste et pianiste. La famille Spielberg est juive, d'origine ukrainienne. Le petit Steven grandit dans une ambiance assez paisible. Il joue avec ses petites sœurs et leurs parents les encouragent tous les jours à réaliser leurs rêves. « 1952. Steven Spielberg a 6 ans et son père lui fait une petite surprise. Il l'emmène pour la première fois au cinéma. C'est la première fois que le petit garçon va quitter ses bandes dessinées pour voir des images s'animer pour de vrai sur un grand écran. Ce premier film que va voir Spielberg au cinéma s'appelle « Sous le plus grand chapiteau du monde ». Alors au départ, Spielberg est persuadé que son père l'amène au cirque. The feeling of disappointment and regret and betrayal lasted only about 10 minutes, and then I became just one more victim of this tremendous drug called cinema. Pour le petit garçon, c'est alors une révélation. Steven dit que le cinéma est le meilleur spectacle du monde. Il sait qu'il veut y consacrer toute sa vie. Quelques années plus tard, Léa, sa maman, fait un cadeau à Arnold, son père. Elle lui offre un caméscope. Et à vous en doutez, le père Spielberg retrouve jamais ce foutu caméscope.
he was a kid, he would take my movie camera and use it. He said, "Dad, come on, let me take the pictures. You know, yours don't look so hot. You know." And we let him do it. Steven lui pique constamment. Il apprend à travailler l'image, à raconter des histoires, il apprend à faire des films. Après avoir vécu en Ohio, puis au New Jersey, la petite famille Spielberg se pose définitivement en Arizona, à Scottsdale. Steven suit une scolarité assez compliquée. Déjà, il est très mauvais élève. Et puis, il est victime d'antisémitisme. La haine contre les juifs. Même si la religion de sa famille ne l'intéresse pas beaucoup à l'époque, Steven Spielberg est juif. My Jewish existence is part of the DNA. It just goes without much comment. That's how we grew up. The bullying is just it doesn't define me and it doesn't define my life. I wanted to tell that story because it did result in a lot of my own awareness of anti-Semitism, which led to other films about anti-Semitism that I've made in my life. Son véritable monde intérieur, son refuge, c'est le cinéma. Au début, c'est des films de gamins, mais c'est en 1959, quand il a 12 ans, que les choses deviennent réellement intéressante. À 12 ans, Steven Spielberg réalise The Last Gunfight, une sorte de western fait maison avec la caméra de son papa. Le film dure 4 minutes, c'est une première réalisation, c'est pas dingo, mais au moins ça lui met un pied à l'étrier. Et c'est comme ça qu'il réalise en 1961, à 14 ans, 2 films de guerre en demandant à ses potes de faire les acteurs. Mais son premier vrai long métrage s'appelle Firelight. On est en 1964, Steven Spielberg réalise avec l'aide de son père un film de plus de 2 heures. Grosse déterre. Pour l'anecdote, il va faire lui-même la bande originale du film avec sa clarinette. On peut dire d'ailleurs que c'est un peu son premier succès local parce que son film va être diffusé dans une salle de ciné de sa ville. Les dépenses de cette production, qui lui a quand même coûté $500, ce qui n'est pas rien, vont être intégralement remboursées puisque la projection réunit 500 spectateurs qui payent chacun $1 l'entrée. Steven Spielberg n'a pas 18 ans et son premier film est déjà rentable, ce qui n'est pas le cas du dernier Astérix. Ça fait pas plaisir. Je dois bien avouer que je trouve ça assez balèze à 18 ans de gérer un projet comme ça de A à Z. Heureusement qu'aujourd'hui on a pu développer des outils de gestion de projet un peu plus performants qu'en 1964. Vous voyez pas de quoi je parlais? Et ben ça tombe bien, pas mal de façon. façons. Le partenaire de cette vidéo qui s'appelle Odoo. Bon, Odoo, vous connaissez maintenant, grand soutien de ma chaîne, il nous aide à financer ces vidéos. Odoo, c'est un logiciel qui permet de faire plein de choses, notamment de créer un site web. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que c'est aussi une application pour gérer des projets. Et là, moi je vous le dis, le jeune Spielberg de 18 ans, il a un peu le seum de pas être abonné à cette chaîne parce qu'Odoo aurait été bien pratique pour la gestion et la production de son film. Enfin, si Internet avait existé, ce qui est un détail quand même assez important. Avec Odoo, vous pouvez organiser et répartir vos tâches pour améliorer votre productivité et obtenir un ensemble sur tout le travail qu'il vous reste à faire. Par exemple, sur ce premier film amateur de 2 heures, Spielberg aurait pu entrer l'écriture du script, tous les plans qu'il faut tourner, la composition de la bande originale, le montage, le mixage, la location de la salle de cinéma. Vous avez l'idée. Odoo, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour collaborer en temps réel. C'est super chouette parce que toute l'information est centralisée sur un endroit. Ça marche évidemment pour tout type de projet, la production d'un film, la gestion d'une entreprise, d'une asso. Vous pouvez même l'utiliser chez vous pour vos tâches domestiques. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment très chauds en ménage. Et dire qu'à 60 ans près, Spielberg aurait pu l'utiliser. La vie, parfois, ça s'est joué à ça. Tous les liens utiles sont en description. Merci à Odoo de soutenir ma chaîne et mes vidéos. Et pour revenir sur Spielberg et son film Firelight, Steven s'est sûrement un peu enfermé dans la réalisation de ce très long film parce qu'à la maison, il vit un drame. Ses parents divorcent. Intérieurement, il est détruit. Tout son équilibre, toute sa vision de la petite famille parfaite américaine s'effondre. Steven se réfugie alors dans le cinéma. Il a 18 ans et même si ça va pas fort, il se résout quand même à faire des études et à poursuivre son rêve. Bon, malheureusement, le système est ce qu'il est. Il suffit pas d'être doué pour intégrer n'importe quelle fac. Spielberg, je vous le disais, est pas très fort en cours. Alors il se fait recaler de toutes les écoles de ciné auxquelles il candidate. Il finit par faire des études d'art dramatique à Phoenix, en Arizona, puis un diplôme en art à la California State University Long Beach. Mais ça, pour Spielberg, c'est bien accessoire. En fait, il passe beaucoup de temps à traîner autour des locaux d'Universal Studios en espérant croiser une ou deux personnes, comme ça, par hasard. On arrive en 1968 et Steven Spielberg tourne le film En Blind, un court-métrage qui raconte la rencontre entre 2 jeunes Américains qui partent du désert pour rejoindre l'océan Pacifique sans se parler une seule fois. C'est un film de 26 minutes, assez intéressant. Il le présente à des concours, il gagne des prix et il se fait repérer. Pas par n'importe qui, par Universal Studios. Oui, ce même grand studio devant lequel il adorait flâner lui propose un contrat pour réaliser des productions télé pendant 7 ans. C'est beaucoup, 7 ans où Spielberg est sûr de vivre de sa passion. Son truc, c'est le ciné, mais il accepte et la carrière de Steven Spielberg peut enfin commencer. Avec ce contrat,
Steven Spielberg devient le plus jeune réalisateur de l'histoire d'Universal. Maintenant, il doit faire ses preuves. On le met assez vite sur des séries pour voir ce qu'il a dans le ventre et tout le monde reste bouche bée face à son talent. Il va réaliser comme ça un épisode de la série Night Gallery avec John Crawford, qui est une icône, une icône que vous connaissez peut-être pas, que je connaissais pas moi-même, mais à l'époque, c'est une icône, la meuf est hyper respectée. Want to see some trees, concrete, buildings, grass, airplanes. Un jour, des journalistes veulent l'interviewer et elle va leur dire « Non, pas moi, mais allez lui demander à lui. Il s'appelle Steven Spielberg et il va devenir le plus grand réalisateur de tous les temps. » C'est tout, c'est quand même cool. À côté de ça, Spielberg enchaîne, il réalise aussi un épisode pour la première saison de la très célèbre série Columbo, mais c'est vraiment au tout début des années 70 que Spielberg va réaliser son premier vrai banger, un banger à la Spielberg, et ce film, c'est Duel. Duel, c'est l'histoire d'une course-poursuite entre un conducteur de voiture effrayé et un conducteur de camion qui semble lui vouloir du mal sans aucune raison. En fait, la réalisation est super bien pensée. On voit jamais le visage qui se cache dans le camion et Spielberg maîtrise parfaitement les codes du film à suspense. I thought it was just a complete exercise in a cat and mouse game of classic suspense. Ce film va dépasser tous les espoirs d'Universal, si bien qu'il ne sera pas seulement diffusé à la télé comme prévu, mais aussi au cinéma. En tout, le film génère quand même 5 millions de dollars de recettes et remporte le grand prix du Festival international du film fantastique d'Avory, ce qui, pour une carrière, n'est pas dégueu. En 1974, la carrière de Steven Spielberg est lancée. Il a que 28 ans et Universal lui confie une nouvelle mission. Et cette fois, c'est un vrai film de cinéma. Ce film, c'est Sugarland Express. 2 délinquants prennent un flic en otage. Le pitch, c'est à peu près ça. Bon, je rends pas des masses hommage au scénario qui a quand même remporté le prix du scénario au Festival de Cannes. Mais si j'en parle rapidement, c'est qu'en fait, personne ne connaît ce film. Ce premier vrai film au ciné fait un peu un four, mais il y a un truc positif, puisque sur ce film, il rencontre le compositeur de la bande originale du film, un type qui s'appelle John Williams. Peut-être que son nom vous dit rien, et pourtant, vous connaissez forcément ses musiques. Expérience de création commune, les deux hommes ne se quitteront plus. Rewrite my films musically. If I have 6 drafts of a movie by a writer, John is the 7th and final draft. And that's the draft I go out with. D'ailleurs, pendant ces réunions avec les boss d'Universal pour préparer Sugarland Express, Steven Spielberg trouve un scénario qui traînait sur un coin de table dans les bureaux. L'adaptation d'un roman qui apparemment est pas terrible, qui s'appelle Jaws, un bouquin qui est écrit par Peter Benchley. L'histoire n'a rien de très original. C'est un requin géant qui terrorise les villes du littoral américain. On lui dit que le bouquin est assez chiant, mais après avoir lu le scénario, Spielberg se dit que si lui l'adapte, ça pourrait faire un bon film. Il décide alors d'en parler avec ses boss d'Universal, mais je vous rappelle que son dernier film a été un échec au box-office, donc c'est un peu compliqué d'arriver avec un nouveau projet. Spielberg force un peu, on finit par lui dire « Ok ». Par contre, on te file un petit budget, 4 millions de dollars. Alors, dit comme ça paraît beaucoup, mais pour un film où il doit quand même y avoir un requin géant, c'est vraiment peu. Universal finance, Spielberg réalise ce film, Jaws, qui sera traduit en français par Les Dents de la Mer. Ce film me terrifiait quand j'étais gamin. En plus, le tournage est un fiasco. Spielberg explose totalement le budget initial de plusieurs millions de dollars. Il se rend compte qu'il a une phobie de l'océan, donc il est malade pendant tout le tournage. Il dure quand même accessoirement 155 jours. Donc c'est un peu relou et surtout, les faux requins utilisés pour tourner les scènes sont pas du tout résistants. Steven Spielberg décide donc de tourner la plupart des scènes des requins sans requins. Et en fait, il finira par dire que ce problème technique a été plutôt une chance pour lui. Il a été obligé de placer une caméra du point de vue des requins parce qu'il pouvait pas montrer les faux requins. Du coup, le spectateur est dans la tête de l'animal, ce qui rend le truc encore plus angoissant. Les Dents de la Mer sort au cinéma et le film explose tous les records. Il devient le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser les 100 millions de dollars de recettes, jusqu'à atteindre 470 millions de dollars dans le monde. Steven a 29 ans et il est plutôt rassuré. Chez Universal, on recommence à lui faire confiance et surtout, il devient l'un des petits prodiges du 7e art. Bon,
en doutez, quand t'as pondu un succès pareil, t'es plutôt bien placé pour réclamer un peu ce que tu veux au producteur. Après la sortie des Dents de la Mer, Spielberg retourne dans les bureaux d'Universal pour leur parler d'un scénario qu'il a écrit lui-même, qu'il leur avait déjà montré avant, mais sans succès. Ce projet, c'est un film qui traiterait de ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Une visite d'extraterrestres sur Terre pour rencontrer les humains mais sans leur vouloir aucun mal. On lui fait confiance et Spielberg réalise en 1977 le projet qui va devenir un film qui s'appelle justement Close Encounters of the Third Kind, rencontre du troisième type. Alors, le film marche plutôt bien, mais la même année, il y a un film aussi en lien avec l'espace qui vole un peu la vedette. Ce film, c'est ça. Et oui, Star Wars sort cette année-là, il est réalisé en plus par un de ses potes assez proches, un certain George Lucas. Et ce qui est marrant, c'est que à l'occasion de la sortie de leur film, chacun est convaincu que c'est le film de l'autre qui aura le plus de succès. Alors, les deux copains font un pari, celui qui aura le plus de succès devra reverser 2,5% des bénéfices générés par son film à l'autre. Oui, vous avez bien entendu, depuis 1977, Steven Spielberg touche, sans avoir aucun lien avec la saga, à part, je suis le poteau du réal, touche 2,5% des revenus générés par Star Wars. Franchement, on aimerait tous faire ce genre de pari. Bon, tout le monde n'est pas pote avec George Lucas, et Spielberg, oui, parce qu'il pèse de plus en plus dans le monde du cinéma. Ensemble, ils forment une petite bande avec aussi Martin Scorsese qui a réalisé Le Loup de Wall Street, ou Francis Ford Coppola qui est le réalisateur du Parrain. À 4, ils forment le groupe qu'on appelle le Nouvel Hollywood. « 1980. Spielberg a un rêve, il veut réaliser un James Bond. Malheureusement pour lui, il y a une règle à laquelle le producteur de James Bond ne déroge pas. Pour réaliser un James Bond, il faut être britannique. Bon, paye ta règle, Steven Elsom. Pour se remonter un peu le moral, il part avec son poteau George Lucas et entre deux moritos de coco, les deux amis imaginent leur propre personnage de fiction. C'est comme ça que naît Indiana Jones, et pour incarner ce perso haut en couleur, ils cherchent un acteur avec caractère, et ils en viennent à Harrison Ford, un acteur qui a déjà joué dans la saga Star Wars de George. En 1981, Steven Spielberg réalise donc le premier opus d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ce premier opus est un succès colossal, salué dans tous les festivals du monde. Mais Spielberg ne s'arrête pas là. L'année suivante, on est en 1982, celui qu'on appelle maintenant The Entertainment King, le roi du divertissement, attend l'été pour présenter lors de la clôture du Festival de Cannes son tout nouveau bébé. L'histoire d'une très belle amitié entre un petit garçon, Elliot, et un extraterrestre tout gentil abandonné sur la Terre. Ce film, c'est E.T. Je vous ai d'ailleurs retrouvé cette archive de l'époque d'un JT français. Regardez, c'est pépite. Voilà, pour terminer maintenant, une page cinéma avec le film qui a clôturé le Festival de Cannes. Un titre simple, E.T., comme extraterrestre. C'était un film hors compétition, mais qui a fait sensation le dernier jour du festival. C'est un film qui est dû à Steven Spielberg, qui l'on doit à Rencontre du troisième type, et puis aussi Les Aventuriers de l'Arche perdue. Gros succès ce côté. Le film bat une nouvelle fois les records de recettes et il est nommé aux Oscars dans 9 catégories, dont celle de la meilleure bande originale qui est encore une fois réalisée par John Williams. Tout le monde se souvient de cette musique. Bon, et Spielberg commence à avoir un peu d'oseille, notamment grâce aux revenus générés par E.T. l'extraterrestre. Il va donc se lancer dans une nouvelle activité, la production. Il va évidemment continuer à réaliser ses films, à les imaginer, à les créer, à les diriger, mais en devenant producteur, Spielberg va ainsi financer les films des autres. Il cherche un nom pour sa boîte de prod et il pense à Amblin Entertainment. Si vous avez bien suivi, vous vous souvenez que c'est aussi le nom de son premier film. On est en 1984 et Spielberg réalise le second volet d'Indiana Jones, toujours produit par George Lucas, et c'est le moment, j'imagine, où je peux vous parler un peu de sa vie perso. Steven est en couple avec une actrice américaine qui s'appelle Amy Irving, avec qui il aura son premier enfant, Max, en 1985. Quelques mois plus tard, les deux amoureux se marient. Pour la petite histoire, ils rédigent leur contrat de mariage sur une serviette en sirotant un cocktail. Et ça, vous verrez, ça va coûter très cher à Spielberg plus tard. Le problème, c'est qu'au moment où il se marie avec Amy, il rencontre sur le tournage du deuxième Indiana Jones l'actrice américaine Kate Capshaw. Et là, c'est le coup de foudre. Le réalisateur et l'actrice vont entretenir une liaison comme ça jusqu'en 1989, l'année où Amy et Steven divorcent. Vraiment pas très strat de signer son contrat de mariage sur une serviette, Steven Spielberg est obligé de verser $100 millions
à son ex-femme et de lui donner un tableau de Claude Monet. Ce divorce est l'un des plus coûteux que l'histoire ait connu. Juste avant, il y a peut-être Jeff Bezos, mais ça vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Jeff Bezos. Steven et Kate ont un premier enfant ensemble, Sacha, en 1990, avant de se marier l'année suivante. Bon, je vais pas vous faire la liste de tous les enfants du couple parce qu'il y en a 6 en tout. Hein? En tout cas, encore aujourd'hui, Steven et Kate filent le parfait amour. Et ça fait plaisir, c'est rare. Peut-être que ça valait bien un tableau de Claude Monet. À partir de l'année 1985, Steven Spielberg se tourne vers un cinéma plus sérieux. Il veut traiter de plus en plus de sujets historiques. C'est comme ça qu'en 1985, il va sortir La couleur pourpre, un film qui raconte la vie quotidienne d'une famille noire aux États-Unis au début du XXe siècle. 2 ans plus tard, il réalise Empire du Soleil, dans laquelle on suit la vie d'un jeune Britannique en Chine en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, il fait du cinéma sérieux, c'est vrai, mais ça n'empêche pas Spielberg en 1989 de revenir à ses premiers amours en dévoilant le 3e opus d'Indiana Jones. Le pitch de celui-là, c'est que le célèbre aventurier part avec son père, il fallait caster quelqu'un pour le père, et Spielberg caste Sean Connery, qui a longtemps joué James Bond. C'est une belle revanche. Bon, mais cette décennie-là, les années 90, elle démarre plutôt mal pour Spielberg. Il enchaîne 2 flops. D'abord avec le film Always, puis avec Hook, une adaptation de Peter Pan qui est vraiment pas dingue, selon les critiques. Puis il faut bien comprendre que maintenant, les films de Spielberg, c'est quand même des énormes budgets. Beaucoup de décors, beaucoup de techniques, beaucoup d'acteurs, des acteurs de premier rang. Là, sur les 2 films qui ont flop, il y avait quand même Richard Dreyfuss, Audrey Hepburn, Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Normalement, avec ce type de line-up, peu importe le film, c'est censé marcher. Mais ici, force est de constater que les recettes ne suivent pas. Alors Steven Spielberg fait le choix de se reposer pendant 1 an. 1 an pendant lequel le réalisateur ne produira rien pour revenir plus fort. Et il n'a pas fait les choses à moitié. L'année 1993 est l'année de son retour et peut-être la plus marquante de sa vie. Steven Spielberg fait taire toutes les critiques en présentant Jurassic Park, qui est considéré comme un immense